Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de janvier et j'ai eu 19 lectures ce mois-ci. Alors pas que des romans, j'ai lu beaucoup de mangas et beaucoup de BD, aussi des ouvrages assez courts. Mais voilà, on va rentrer dedans direct parce que sinon la vidéo va prendre 3 plombes comme on sait que je parle beaucoup trop. Et en premier ça va aller vite puisque là c'est du condensé, je vais pas vous parler de chaque tome. Mais j'ai lu 6 tomes de One Piece ce mois-ci. J'ai fini l'arc d'Alabasta, je suis trop contente, j'entame donc l'arc de Skypiea, je sais pas si je le prononce bien. J'ai trop aimé, donc là ce mois-ci j'ai lu du tome 20 au 25 et voilà, j'aime toujours autant. J'adore l'histoire, j'adore les personnages, c'est vraiment un concept, un world building et surtout des personnages qui sont hyper attachants tous à leur manière. Donc si vous hésitez à vous lancer dans cette saga de par sa longueur, et franchement foncez parce que ça se lit super vite. Vous pouvez les trouver soit d'occasion, soit en médiathèque très généralement, ou alors vous pouvez même les emprunter en ligne, il me semble, sur des sites de médiathèque aussi. Donc voilà, je peux que vous le conseiller et sinon je crois que les épisodes sont sur Crunchyroll si vous voulez pas les lire mais les regarder, ça vaut vraiment le coup et ça passe beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Ensuite, on va parler des ouvrages que je n'ai pas avec moi comme d'habitude et le premier c'est Ties de Holly Black que j'ai vraiment détesté. Je suis assez déçue parce que là ça fait beaucoup d'ouvrages de Holly Black avec lesquels je n'accroche pas en fait à part Le Prince Cruel. Tous les autres livres d'elle que j'ai lus, je n'ai pas aimé. Book of Night, j'ai été déçue. L'Héritier trahi, j'ai absolument détesté et celui-ci pareil, j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai trouvé que c'était vraiment mauvais et j'ai pas du tout reconnu la plume de Holly Black dans celui-ci. Pour vous dire, je me rappelle même pas vraiment de l'intrigue. Et ça m'énerve quand c'est comme ça parce que j'ai écouté le bouquin et en fait je l'ai complètement sorti de mon esprit tellement ça m'intéresse pas. Si je me souviens bien, on y suit une jeune femme, depuis qu'elle est jeune, elle voit des trucs, elle se pensait un peu magicienne, mais elle a toujours refoulé ça parce qu'on lui a dit non mais c'est ton imagination, donc elle se dit la magie ça n'existe pas, jusqu'au jour où ça va commencer à se matérialiser de manière très réaliste et elle va être un peu confrontée à ça, elle va commencer à rencontrer des membres du peuple des Fairies et elle va être consacrée à son histoire, à son passé, à son origine et j'ai trouvé que c'était vraiment pas très bien fait. Déjà, la plume est vraiment pas folle. L'intrigue, elle est lente, mais lente. Le personnage principal est absolument insupportable. Elle fait des trucs. Vous savez, ce genre de truc où si c'est un homme qui le fait dans le livre, c'est vraiment moyen. Mais là, comme c'est une femme, c'est censé passer. Non, je suis désolée, non. La romance complètement indifférente. Et vraiment, l'intrigue, je l'ai trouvée, mais inintéressante à souhait quoi. Vraiment ça m'a donné la même vibe que l'Héritier trahi, donc si vous avez aimé celui-ci, vous aimerez probablement celui-là, mais moi j'ai pas du tout aimé et pour vous dire ça se passe dans l'univers étendu du Prince Cruel, en mode dans le Prince Cruel on y suit The Folk of the Air, donc le peuple de l'air, et là on y suit je crois que c'est The Folk of the Earth, si je me rappelle pas, si je me rappelle. Bref, comme vous l'avez compris, ce livre m'a fait ni chaud ni froid et vraiment je continuerai pas du coup dans cette saga parce qu'il me semble que c'est une trilogie. Autre livre que j'ai lu ce mois-ci, je crois que je vous ai dit que j'en ai eu 18, mais j'en ai eu 19. Je sais plus si je vous ai dit 18 ou 19, parce que celui-là, je l'oublie à chaque fois. En fait, les livres que j'ai pas en papier chez moi, j'ai tendance à oublier de les mettre dans mon application, et après j'oublie que j'ai lu. Mais celui-ci, je l'ai eu sur NetGalley comme Tithe. D'ailleurs, celui-ci aussi, je l'ai eu sur NetGalley. Et c'est City of Stardust de Georgia Summer. Je regarde ici parce que j'ai la photo de la couverture. Et celui-ci, j'ai un avis assez mitigé, dans le sens où j'ai absolument adoré la plume. J'ai trouvé que c'était une des plus belles plumes que j'ai pu lire récemment. Et du coup, j'étais assez frustrée parce que j'ai aussi adoré le world building. J'ai trouvé que le concept autour de la magie et des mondes différents, je l'ai trouvé très très cool. Le problème que j'ai eu, c'est les points de vue à la troisième perspective. En fait, on a ces points de vue. D'habitude, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que parfois les auteurs arrivent quand même à nous mettre à la place des personnages. Mais là, j'ai vraiment trouvé qu'avec le point de vue à la troisième personne, j'arrivais pas du tout à m'identifier aux personnages. J'aurais voulu, pour pouvoir plus les comprendre et m'attacher plus à eux, être dans leur tête parce que j'ai trouvé que du coup, l'auteur, avec ce point de vue à la troisième personne, n'arrivait pas à nous faire ressentir ce que les personnages ressentaient. Et donc c'est ce qui a péché, c'est que j'ai eu un peu l'impression, vous savez, de regarder l'histoire d'en haut, mais j'ai jamais eu l'impression de la vivre vraiment. Et c'est ce qui fait que j'ai un avis assez mitigé sur ce livre. C'est ce qui m'a manqué parce que autrement j'ai trouvé que l'univers et les personnages étaient intéressants, mais pas assez pour que je me sente immergée dans l'histoire et non pas simple spectatrice. Dernier livre que j'ai pas avec moi, aussi un livre que j'ai eu sur NetGalley, j'y suis allée sur NetGalley ce mois-ci, et c'est une BD/comics qui est Army of One. D'ailleurs, je vous dis BD/comics, mais comics, c'est BD en anglais. Army of One. Le concept est plutôt sympa. Je vous ai pas donné l'histoire de City of Stardust, en fait. Je suis en train de me dire. Dans City of Stardust, parce que, attention, il va falloir que je pense à vous donner les résumés à chaque fois et à pas faire des retours en arrière. Mais, donc, City of Stardust, on y suit une jeune femme dont sa mère a disparu. Et en fait, elle vit maintenant avec ses oncles. Et elle va apprendre que dans sa famille, quoi, ses différentes générations, son arbre généalogique, eh bien, à chaque génération,
génération, il y a une personne qui est enlevée par une sorte de dame un peu mystique qui les enlève à leur 18e anniversaire et au moment où il reste quasiment plus de temps à notre personnage principal, eh bien elle va essayer de faire un bargain puisque en fait ce qui s'est passé c'est que c'est sa mère à elle qui aurait dû être enlevée à la base par cette femme, sauf qu'elle s'est enfuie, sa mère elle a abandonné sa fille et elle est partie et donc notre personnage principal elle va dire bah laisse-moi le temps de retrouver ma mère, comme ça tu prends ma mère à ma place et moi je survis. Et donc on va découvrir bah voilà l'histoire de notre personnage principal qui va entrer dans la City of Stardust, là où il y a des académiciens un petit peu bizarres, il y a de la magie, et elle va devoir faire peut-être une alliance avec un étudiant un petit peu qui a des liens un peu bizarres, je veux pas vous en dire trop parce que bah voilà je veux pas vous spoiler, mais voilà pour le résumé de City of Stardust qui est ma foi pas forcément bien raconté. Je suis pas toujours très très forte pour faire les résumés. Bref, et donc on enchaîne sur Army of One, BD un petit peu sci-fi, dystopie, avec, vous savez, des mondes parallèles où il y aurait différentes versions de nous-mêmes. Et dans ce multiverse-là, eh bien, il y a un frère et une sœur qui se sont battus de manière dramatique. Et notre personnage principal, elle va se retrouver confrontée à d'autres versions d'elle-même qui vont lui dire bah, on a besoin de toi parce que, en gros, tu es une sorte de... C'est pas une réincarnation, mais elle... Si, en fait, elle est censée être la réincarnation de la sœur qu'il y avait dans le conflit entre le frère et la sœur, c'est censé être sa réincarnation. Et donc, il y a plein de gens qui veulent bah voilà, la prendre pour qu'elle prenne une part différente dans le conflit. J'ai trouvé que c'était plus ou moins intéressant au début, vraiment, j'ai trouvé l'intrigue assez cool, le world building stylé, j'ai bien aimé l'héroïne, sauf que, arrivé à la moitié du récit, on part dans tous les sens. Il y a 20 000 intrigues, sous-intrigues qui commencent à se mettre en place, ce qui fait que nous, on sait plus où donner de la tête, et on perd complètement de vue l'intrigue principale, mais on n'arrive pas non plus à rentrer dans les intrigues secondaires, et on est juste un peu perdu. J'ai trouvé ça dommage, parce que, bah voilà, à la fin du récit, je me dis, bah au final, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, je sais même plus vraiment où on en est dans l'intrigue, ce qui est dommage parce que l'histoire de base était vraiment assez prometteuse. On enchaîne avec un tout petit ouvrage qui est celui-ci, Nian le Terrible, publié dans la collection Seuillissime de la Martinière. Donc c'est la légende du Nouvel An chinois par Guillaume Olive et Ziong, je ne sais pas si je le prononce bien. Et donc c'est un petit format comme ça où à chaque fois on va nous expliquer l'origine d'un événement en particulier. Alors je sais pas si c'est la même chose dans tous les livres de la collection, mais en tout cas là c'est vraiment nous expliquer la légende qui est à l'origine du Nouvel An chinois. Et j'ai trouvé ça super intéressant, il y a vraiment des illustrations qui sont magnifiques, un peu de texte bah voilà, pour nous donner le contexte et je trouve ça trop cool parce que pour le coup j'avais aucune idée de l'origine de cet événement en Asie et bah, c'est super intéressant, c'est trop cool, ça prend pas beaucoup de temps à lire donc je peux que vous conseiller et j'espère lire d'autres ouvrages de cette collection. Et maintenant on peut enchaîner avec les livres que j'ai en physique, j'en ai pas mal avec moi et le premier que j'ai lu c'est vraiment une lecture super cosy, c'est Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud, Michael je sais pas, j'imagine Michael, illustré par Sanoé. Et alors on m'avait dit que c'était une lecture vraiment toute belle qui allait me prendre au cœur et c'est vraiment le cas. C'est un livre qui est doux et en même temps qui aborde beaucoup de sujets compliqués puisque ça va parler du deuil et surtout ça va parler de la maladie d'Alzheimer qui dans ce livre-ci s'appelle la maladie de l'oubli-tout. Puisque pour parler un petit peu du récit, on y suit donc nos deux personnages ici qui s'appellent donc Archibald de Renard et Ferdinand Taupe. Et l'intrigue débute quand Ferdinand Taupe arrive dans la librairie d'Archibald pour lui dire qu'il a absolument besoin de retrouver ses mémoires puisqu'il est en train d'oublier tout à cause de la maladie de l'oubli-tout. Sauf que Archibald va se rendre compte qu'il a malencontreusement vendu l'ouvrage la veille à quelqu'un mais qu'il est incapable de se souvenir qui parce qu'en fait il était occupé avec un autre client et il se souvient pas du tout de qui a acheté les mémoires de Ferdinand. Donc ils vont partir tous les deux à la recherche de ces mémoires et ils vont remonter aussi un petit peu le fil de sa mémoire à Ferdinand justement à travers des photos et à travers un périple dans la forêt et c'était un récit qui est vraiment extrêmement touchant, pas forcément facile à lire parce qu'il y a vraiment des scènes compliquées mais la plume de l'auteur elle est vraiment pleine de poésie, de douceur et il y a ce regard plein d'amour sur l'histoire de Ferdinand même si il y a des scènes très compliquées où on le voit quand il oublie, quand il se perd dans le passé, quand il sait plus s'il est dans le passé, s'il est dans le présent, c'est hyper dur et voilà, je préfère le dire, il y a des trigger warnings entre guillemets parce que si c'est des sujets qui sont compliqués pour vous, que ce soit les maladies qui peuvent toucher certaines personnes, que ce soit la vieillesse, que ce soit le deuil, voilà, ce sont des thématiques qui sont abordées là-dedans, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait et j'ai vraiment hâte de découvrir les deux autres ouvrages de cette saga. Il paraît que le livre audio est très très bien et surtout cette édition-là est illustrée et elle est absolument magnifique donc je peux que vous le recommander et ça vaut vraiment la hype.
Ensuite, vraiment tout autre registre, on enchaîne avec La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott. Celui-ci, c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps puisque j'en ai beaucoup entendu parler aux États-Unis à la base. Ça s'appelle Fiddlefoot et j'en savais pas grand-chose, mis à part que c'était un récit qui était vraiment original, un peu loufoque, tout en étant hyper intéressant sur les histoires d'oppression de peuples notamment et sur le fait que un pays a une mémoire. Pour vous donner le résumé, je vais vous le lire parce que celui-ci, je trouve que c'est assez dur de vous le résumer par mes propres mots. C'est écrit: séparés depuis l'enfance, Bellatine et Isaac Yaga pensaient ne jamais se revoir, mais lorsque tous deux apprennent qu'ils vont hériter de leur grand-mère ukrainienne, frères et sœurs acceptent de se rencontrer. Ils découvrent alors que leur legs n'est ni une propriété ni de l'argent, mais quelque chose de bien étrange, une maison intelligente juchée sur des pattes de poulet. Arrivée de Kiev, foyer ancestral de la famille Yaga, Lisba est traquée par une entité maléfique, ombre longue, qui ne reculera devant aucun acte de violence pour détruire l'héritage de Baba Yaga. Et déjà, c'était remarquablement bien écrit puisque l'autrice s'est écrit à l'arrière qu'elle est romancière, folkloriste et poétesse, et je trouve que ça se sent dans le sens où tout ce qui est historique est extrêmement bien raconté. On sent qu'il y a eu vraiment un travail de recherche énorme, même si moi je connais pas assez le folklore ukrainien pour vous en parler plus en détail, mais j'ai trouvé qu'en tout cas on avait l'impression que les recherches avaient vraiment été faites et la plume est vraiment géniale. Ce que j'ai aimé, c'est, bon, vous vous en doutez, avec La maison aux pattes de poulet, le folklore assez loufoque, où dans cet univers-là, qui est l'univers en fait un peu comme le nôtre, c'est vraiment notre monde à nous, excepté le fait qu'il y a ce genre d'entités qui sont complètement normalisées. C'est-à-dire que ça ne choque personne de voir une maison sur des pattes de poulet. Quand il y a eu des catastrophes notamment, il y a des maisons en cas d'incendie qui étaient capables de faire pousser des branchies pour protéger les gens, des yeux qui peuvent apparaître. C'est vraiment ce truc de, quand il y a un événement de grande ampleur qui se produit, eh bien ça rend des objets plutôt classique, sentient, et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. Et ça va parler de sujets assez compliqués, puisque notamment là ça parle du génocide des Juifs, et j'ai trouvé que c'était assez bien fait. J'ai aimé le côté, on parle de ce genre de drame historique et on en fait quelque chose qui montre l'impact que ça a sur le peuple et que ça a sur un pays, et on le personnifie pour rendre ça encore plus réel. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. Je pense pas que ce sera un livre qui plaira à tout le monde parce que c'est vraiment très particulier, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, j'ai lu un thriller ce mois-ci et j'ai lu mon premier livre de Lisa Gardner qui s'appelle L'été d'avant, publié aux éditions Albin Michel, et j'ai beaucoup aimé. J'ai trop hâte de lire d'autres livres de cet auteur parce que vraiment j'ai apprécié. J'ai aussi aimé le fait qu'on ait un protagoniste, une protagoniste du coup féminine, parce que c'est assez rare dans les thrillers, en tout cas que je lis moins. Généralement c'est plutôt des protagonistes masculins, donc j'ai aimé un petit peu le changement. Et dans celui-ci, on y suit le personnage de Frankie qui a la quarantaine et qui est une ancienne alcoolique. Elle vit toute seule. Et lorsqu'elle apprend qu'une adolescente haïtienne a disparu de Matapan, je ne sais pas comment ça se dit, un quartier de Boston, eh bien elle se jure de tout mettre en œuvre pour la retrouver, quitte à risquer sa peau, puisqu'en fait, elle, son travail depuis qu'elle a décidé d'arrêter de boire, eh bien c'est de retrouver des gens qui ont disparu, c'est de tout faire pour aller chercher ces gens que la police a un petit peu abandonnés, et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un thriller, donc moi je trouve que les thrillers c'est vraiment un genre qui se lit tout seul. J'ai pas été déçue des plot twist, même s'il y a certains trucs que j'ai vu arriver, j'ai trouvé que c'était globalement assez bien fait. C'est pas le meilleur thriller que j'ai lu, mais je trouve que c'est des thrillers qui se lisent tout seuls. Ensuite, celui-ci, c'est assez bizarre la relation que j'ai avec ce livre, et c'est Feybound de Sahara El Harifi. Pour vous parler du résumé de celui-ci, je le re-regarde parce que j'aurais peur de vous spoiler, il se passe plein de choses. On y suit deux sœurs, à la base, Yiran qui est née sur le champ de bataille, qui vit sur le champ de bataille et qui sait qu'elle mourra sur le champ de bataille. Elle fait partie de l'armée des elfes et elle n'a connu que la violence toute sa vie. Sa sœur, qui s'appelle Lettle, je sais pas comment ça dit, l'été, je sais pas, Lettle on va dire, eh bien elle essaye de devenir devineresse et elle cherche un petit peu des prophéties pour rendre le monde meilleur. Sauf que Yiran, un jour, elle va faire une erreur fatale et elle va se retrouver exilée de la terre des elfes. Et sa sœur va décider de la rejoindre bien évidemment pour pas la laisser toute seule. Sauf qu'ensemble, elles vont tomber sur quelque chose d'impossible, la cour des Fae qui sont censées avoir disparu depuis des millénaires. Et ensemble, eh bien, elles vont devoir mettre à l'épreuve leur loyauté envers la terre des elfes vis-à-vis de celle de la terre des fées, quoi. Et j'ai trouvé ça trop cool. Là où je vous dis que j'ai une relation assez bizarre avec ce livre, c'est quand je l'ai commencé, j'ai lu genre 150 pages et j'arrivais pas à rentrer dedans, mais je savais que c'était pas à cause du livre, c'était juste que j'avais pas envie de lire ça, en fait, en ce moment. J'avais envie de lire autre chose, et du coup, j'arrivais pas à rentrer dedans, donc je me suis dit, je le pose, et si j'ai envie de le reprendre, je le reprends, sinon, je le laisserai dans ma palle. Et en fait, j'ai lu autre chose, et vraiment, je me disais, j'ai envie de me remettre à lire celui-ci. Quand je me suis remis dedans, vraiment, j'ai adoré. Mais je crois que c'est vraiment une fois que j'ai terminé le livre, que je me suis rendu compte à quel point j'avais aimé. Dans le sens où, quand je l'ai fini, je me suis dit,
à la dernière page, je me suis dit ouais ok c'était bien, j'ai envie d'avoir la suite et tout, et les quelques jours après je me suis dit en fait non, j'ai vraiment aimé, je fais que penser au livre, je fais que penser au fait que je veuille avoir la suite, et en fait je me suis rendu compte à quel point je l'avais aimé vraiment à la fin de ma lecture, une fois que je l'avais terminé, et non pas pendant, ce qui est assez bizarre, mais j'ai trouvé le monde trop cool, j'ai adoré le côté... Chaque peuple, parce que donc il y avait le peuple des humains à la base, il y a le peuple des fées, il y a le peuple des elfes, ils ont tous bénéficié de la bénédiction d'un des 3 dieux différents et ils ne pourront survivre entre guillemets que si les 3 sont réunis, sauf que le problème c'est que les humains sont morts, il ne reste plus aucun humain et en plus le dernier humain il a maudit les faillés, donc du coup c'est un peu la merde et on sait qu'ils sont censés ne vivre en paix que si les 3 sont réunis et donc on est en mode comment ça va être possible? Et voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé les romances, surtout la romance entre Lettle et un autre personnage. J'ai vraiment trouvé ça très cool. Je peux que vous le recommander, j'espère qu'il sera traduit bientôt et surtout j'espère que la suite sortira bientôt. Ensuite, un livre un peu creepy, j'ai lu Starling House de Alix Hero. Vraiment, je suis fan de la couverture de celui-ci et je l'ai écouté en audio. J'ai beaucoup aimé le format audio. C'était un livre un peu bizarre, un peu sombre. Pour vous parler du résumé, on y suit le personnage de... comment elle s'appelle? Opal, voilà, qui vit à Eden. Et à Eden, il y a cette maison un petit peu que tout le monde cherche à éviter qui s'appelle Starling House, qui est en haut d'une colline. Ça a l'air sombre, il y a les gamins qui se lancent des défis d'aller toucher le portail de Starling House parce qu'ils pourraient en mourir, enfin bref. Sauf que Opal, elle a toujours été fascinée par cette maison. Elle a l'impression que cette maison, c'est sa maison. Elle en rêve la nuit et elle se dit vraiment, il faut que j'y rentre, la maison m'appelle. En plus de ça, elle a un lien particulier avec la maison puisque son livre préféré a été écrit par la dame qui possédait ce manoir, sauf qu'elle a disparu depuis maintenant 100 ans et à l'intérieur vit seulement un jeune homme très sombre qu'on voit à peine, qui s'appelle Arthur. Et en plus de ça, Opal, elle essaye de tout faire pour quitter la ville d'Eden, qui est une ville qui est un peu en train de pourrir, où il n'y a rien qui s'y passe, où son frère n'est pas vraiment accepté, où il y a tellement de pollution que ça lui crée des crises d'asthme à répétition. Et Opal, elle est prête à tout pour permettre à son frère de quitter cette ville, y compris à rentrer au plus profond de Starling House. Et vraiment, j'ai bien aimé, j'ai trouvé le folklore très cool, le lore autour de l'univers très intéressant. Néanmoins, j'aurais aimé en savoir plus parce que on nous donne des indices sur ce qui se passe et on nous explique un petit peu vraiment le lore et le magic system autour de la maison assez vaguement et j'ai bien compris que c'était fait exprès de la part de l'autrice de laisser ce mystère un petit peu, vraiment comme si nous on lisait juste une histoire et qu'on n'allait pas vraiment dans les profondeurs de cet univers un peu mystique. Mais parfois du coup ça m'a un petit peu frustrée parce que il y avait certains trucs où je me suis dit ok c'est intéressant mais j'aimerais en savoir plus, mais j'aimerais comprendre un petit peu plus comment est-ce que ça ou ça fonctionne. Et puis j'ai bien aimé les personnages mais je m'y suis pas attachée à 100%. Donc encore une fois c'est un livre que j'ai trouvé très sympa à lire, j'ai passé un bon moment mais c'est pas un livre qui va me marquer sur le long terme, c'est pas une histoire auquel je repenserai pour le coup. Par contre, un livre auquel je repenserai et où j'ai hâte de découvrir d'autres livres de cet auteur, c'est The Scarlet Alchemist de Kylie Lee Baker. D'ailleurs, elle a écrit Keepers of the Night qui me tente beaucoup. Et alors celui-ci, j'ai adoré l'univers historique, j'ai adoré le système de magie et j'ai adoré le personnage principal, j'ai adoré les personnages secondaires. Puisque pour vous parler un petit peu de ce livre-ci, on y suit le personnage de Zilan. Zilan qui a pour objectif de devenir alchimiste, on va dire alchimiste, oui, chimiste, alchimiste. Je sais pas si ça se dit alchimiste en français. On va dire alchimiste, c'est pas grave si ça se dit pas. Qui a donc pour objectif de devenir alchimiste royal, puisqu'elle veut permettre à ses 2 cousins et à son oncle et sa tante qui l'ont recueilli quand ses parents sont morts de survivre, en fait, de quitter la pauvreté et d'avoir une meilleure vie. Pour ça, elle se dit je vais devenir alchimiste royal puisque c'est le seul moyen de les sortir de cette misère. Et donc, elle va réussir à rentrer dans la compétition pour possiblement avoir la place de Royal Alchimiste. Sauf que plus elle avance dans la compétition, plus elle se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez sombre qui est caché au sein de la cour royale et que peut-être que devenir alchimiste royal, c'est plus une malédiction qu'une bénédiction. Et en parallèle, son destin commence à devenir un petit peu entremêlé avec celui du prince qui vient chercher son aide puisqu'il lui dit qu'il pense qu'il va bientôt mourir. Et il faut savoir que le pouvoir un petit peu de Zilan en tant qu'alchimiste, c'est qu'elle est capable de résurrectionner les morts, voilà, de les ramener à la vie. Ce qui est quand même plutôt stylé. Donc le mec il se dit moi je vais aller la voir parce que je sais que je vais mourir, j'aimerais bien que si je meurs elle soit là pour me ramener. Et j'ai beaucoup aimé donc le contexte historique, même si l'autrice explique bien au début dans une partie spéciale que voilà, l'histoire est globalement changée, mais c'est censé se baser un petit peu de loin sur l'histoire de l'empereur Wu Zetian. Je dis bien empereur et non pas impératrice, même si c'était une femme, parce qu'elle ne voulait pas se faire appeler impératrice. Et c'est un petit peu la même histoire de base qu'on a dans Iron Widow.
où c'est aussi l'histoire de Wu Zetian, mais là d'un point de vue différent, puisque en fait ça se passe pendant la 8e dynastie Tang, si je me rappelle bien, ce qui est écrit au début du livre. Et pendant cette dynastie, la royauté cherchait à trouver l'élixir de vie éternelle, et ce livre vient en fait prendre le parti de dire ce qui se serait passé s'ils avaient réussi à trouver la recette de l'élixir de vie éternelle. Et donc c'est l'histoire de cette impératrice, parce que là du coup, dans le livre, on dit impératrice, qui aurait réussi à vivre pour toujours grâce à l'alchimie. Et vraiment, j'ai adoré le personnage de Zilan. Je trouve que c'est un personnage qui change. Elle est assez froide, elle est hyper directe, elle va pas faire dans les fioritures, mais elle est prête à tout pour protéger sa famille, surtout son cousin et sa cousine que j'ai adoré. D'ailleurs, ces deux personnages pépites, surtout le personnage de Yufei, qui est, je pense, mon personnage préféré du livre. Voilà, j'ai beaucoup aimé, elle est prête à tout pour survivre aussi. Et ça, j'ai adoré voir la façon dont son personnage se développe aussi au fur et à mesure de l'intrigue et surtout à quel point elle réalise des choses sur elle-même. C'est un personnage aussi qui est très intéressant parce qu'elle a très peu, malgré ses capacités, très peu confiance en elle. Elle a très peu confiance dans le fait d'être aimée par sa famille. Elle a l'impression de ne pas mériter l'amour qu'elle a des membres de sa famille. Et j'ai trouvé que je sais pas, ça en fait... Alors, je n'ai pas du tout cette impression avec ma famille, hein, mais je trouve que ça en fait un personnage qui est vraiment relatable et qu'on a envie de protéger, on a envie de lui dire qu'elle est aimée, on a envie qu'elle se rende compte du talent qu'elle a et de l'amour que lui portent ses proches. Donc, j'ai adoré et j'ai trouvé la plume trop cool. Et j'ai beaucoup aimé tout le contexte historique qu'on vient développer et surtout qui est explicité au début et à la fin où on nous explique qu'est-ce qui a été gardé, on va dire, dans le contexte de base de l'histoire chinoise, qu'est-ce qui a été un petit peu transformé, qu'est-ce qui a été légèrement changé, qu'est-ce qui a été complètement modifié. Je trouvais que c'était hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé le format audio, donc si ça vous intéresse, je peux que vous le conseiller aussi. Et enfin, on termine avec les BD. J'en ai 3 dont je veux vous parler. Le premier dont je veux vous parler, c'est Les Mondes Perdus, le crâne du Luban Tun. J'imagine que ça se prononce comme ça. De Lemo et Ocha. C'est une version, alors c'est la première fois que j'ai ça, c'est un work in progress, donc c'est-à-dire que la fin n'est pas coloré et peut-être j'imagine le texte va changer, je n'en sais rien. Mais j'ai bien aimé le pitch un petit peu à la Indiana Jones mais avec un personnage féminin à la place d'un personnage masculin puisque c'est notre héroïne qui décide de forcer un petit peu son père à la prendre avec elle en expédition pour aller parcourir, je crois que c'est, j'ai envie de dire le Honduras, voilà, au Honduras. Le truc qui m'a dérangé dans ce livre, c'est que je trouve que elle est très jeune. Alors, je sais que c'est censé être avec le contexte historique, mais elle est très jeune pour qu'il y ait une romance, un baiser forcé qui est normalisé par son père. Alors, peut-être dans le contexte historique, c'était normal, mais même la romance, je suis en mode, elle est un peu trop jeune pour que moi je sois à fond dans la romance avec un mec qui a l'air d'avoir 2 fois son âge. Mais ça, c'est probablement un peu subjectif, c'est comme ça que je l'ai perçu, parce que je sais plus quel âge elle est censée avoir, mais je crois qu'elle a un truc genre 13 ou 14 ans. Et tu la vois flirter avec un mec, je suis en mode, moi je flirtais pas comme ça à 13 ou 14 ans. Ah oui, voilà, quel beau cadeau pour mes 13 ans. Je suis désolée, mais moi à 13 ans, j'étais pas en train de flirter comme ça. Alors peut-être c'est juste moi qui ai grandi un petit peu plus tard que la moyenne. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça un peu... J'étais en mode, 13 ans, je sais pas... paraît un petit peu jeune pour faire ce genre de truc, mais c'est pas grave. Et ensuite, j'ai lu 2 lectures assez cocooning, une de la part des éditions Dracou et une de la part des éditions Dupuis, à chaque fois un trio de sœurs. C'est des livres auxquels je m'identifie puisque moi-même dans ma famille on est 3 sœurs. En premier, j'ai lu le tome 5 des sœurs Grémillet, Les 3 souhaits, et ensuite le tome 4 du grimoire d'Elphie. On va parler en premier de celui-ci, donc Les sœurs Grémillet. J'aime toujours autant cette saga, je trouve que c'est trop mignon, j'adore la dynamique entre les 3 sœurs, je trouve que c'est des histoires qui sont hyper choues à chaque fois. Celui-ci, c'était pas forcément le plus transcendant, mais comme d'habitude, j'aime beaucoup la morale, j'aime bien comment évolue leur relation à chaque fois. Et voilà, je trouve que c'est vraiment des lectures doudou. Et le grimoire d'Elphie, pareil, j'ai adoré, j'aime trop l'univers de celui-ci, pareil, les dynamiques entre les 3 sœurs, j'adore. Celui-ci, ça se passe à la montagne avec tout un univers autour du tricot, pareil, j'ai trouvé ça trop cool, très mignon. Je trouve ça un peu dommage parfois, je pense que j'aimerais un petit peu plus si les sœurs d'Elphie partageaient un petit peu cette relation... en fait, avec leur mère qu'elles n'ont pas, puisque c'est dans le grimoire d'Elphie, on y suit Elphie, qui se rend compte qu'elle a des pouvoirs magiques et qui apprend à découvrir ses pouvoirs tout au long du récit. Sauf que du coup, je trouve que ça lui permet d'avoir une relation privilégiée avec leur mère décédée, parfois elle remonte un petit peu sa drasse et tout. Et je trouve ça dommage de voir ça et de pas avoir les 2 sœurs qui en bénéficient. Je trouve ça un peu triste et je pense que de temps en temps, j'aimerais bien que les 3 puissent explorer un petit peu ça ensemble. C'est la seule chose qui me frustre un petit peu. Et voilà pour mon bilan lecture du mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que j'ai mentionnés ou s'il y en a qui vous intéressent. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.